Alors voilà, bonjour à tous. On va continuer notre série de débats, dialogues, conférences autour du sujet de la conscience. On essaie d'apporter toujours un fil conducteur pour nous amener à comprendre un peu les choses de manière un peu plus holistique, un peu plus générale, et peut-être vous remettre aussi en question ou que vous puissiez vous questionner sur où est située la conscience. C'est un débat qui est large, ouvert et aussi assez compliqué, assez complexe. Mais si on va pas à pas, on peut aussi essayer de remettre en question la vision paradigmatique de base, qui est l'idée que la conscience est simplement un produit du cerveau. Et en fait, c'est peut-être pas le cas, donc on va essayer de débattre là autour. Monsieur Luder, est-ce que vous avez une idée sur, ou une appréciation ou une perspective sur la conscience? Où est-ce qu'elle pourrait être située? Est-ce qu'elle est pleinement intégrée dans le cerveau ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu différent? Et comment voir ces choses-là, comment les approcher, avec quelle perspective? Déjà salut Ken. Oui, alors pour moi, la conscience en elle-même est intégrée donc au niveau du corps humain, au niveau cérébral et autres. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est l'idée qu'on se fait pour moi, c'est l'idée qu'on se fait de la conscience. Mhm, Ça veut dire en fait compte, c'est ce qu'on va développer aussi par la suite. Est-ce que les objets existent parce qu'on les voit, ou est-ce que les objets existent par eux-mêmes en fait? mhm, C'est le gros problème. Il y a une expérience qui est intéressante à ce niveau-là, c'est la fameuse boîte avec le chat de Schrödinger, mhm. par Ouais. exemple. En physique quantique, En donc. physique quantique, ça veut dire l'histoire. En fait, l'histoire est très simple. On prend une boîte, on met un chat dedans, avec une source de poison. Là, je crois que c'était radioactif ou quelque chose comme ça. Mhm, Et donc, l'animal étant dans une boîte avec une source radioactive qui peut céder, s'ouvrir à n'importe quand, dans ce moment-là, pour l'observateur extérieur, mhm, le chat, il est vivant et mort en même temps, puisqu'on ne sait pas. mhm, Donc ça veut dire qu'on a ici une idée en fait de la réalité qui est paradoxale. mhm, Ça veut dire on sait que la boîte existe, mais à l'intérieur de cette boîte, en fait, deux possibilités sont en train de se créer en même temps. mhm, C'est-à-dire, et le chat est décédé, mort, ou le chat est vivant. mhm. Et donc il existe sur deux positions euh, que l'on des difficultés en fait à pouvoir développer ça sur un plan de vue cérébral. Mhm. Donc en fait, est-ce que c'est ça rejoint la physique quantique, c'est un principe de la physique quantique, le fait d'avoir un état qui n'est pas encore effondré, l'effondrement de la fonction d'onde. Donc est-ce que la conscience en soi permet de précipiter cet effondrement de la fonction d'onde et qu'en fait que toute la réalité en fait physique existe, mais uniquement grâce au processus de prise de conscience de cette réalité-là? Et là, ça rejoint aussi le biocentrisme qui se base sur la physique quantique, les principes de physique quantique, pour les ramener au monde macroscopique, donc le cerveau. Et ça a créé des controverses au niveau scientifique parce que le cerveau est un système complexe, un système aussi, on appelle un système chaud. Et dans ces systèmes-là, c'est macroscopique. Et il pourrait y avoir certains phénomènes quantiques, mais le fait de définir des propriétés quantiques sous-jacentes à la conscience, puis à la manière dont le cerveau traite l'information et structure le monde, c'est quelque chose qui est encore controversé et c'est pas super bien accepté encore par la communauté scientifique. Donc, euh, donc pour étendre ce sujet-là, l'idée c'est d'aller peut-être visiter ça, d'aller poser des questions autour de ce biocentrisme. Et donc le biocentrisme est aussi soutenu par une simple réalité, c'est le fait que chaque animal a une autre réalité en fonction de sa structure cérébrale. Par exemple, un escargot, si on va passer une feuille devant ses antennes, il ne va pas voir la feuille, il va voir un amas de couleurs qui va fluctuer. Et si on passe la feuille en moins de 3 secondes, l'escargot ne voit rien. Donc il ne va pas créer la même réalité que nous. Par contre, il évolue dans le monde, donc il bouge, il a une forme de perception et de réalité. Donc on pourrait par extension définir ça comme une forme de conscience. Mais par contre, c'est une autre réalité que la nôtre. Donc qui est dans la vérité? Est-ce qu'il y a une réalité commune, globale à chaque être vivant, puis qui est matériellement structurée? Ou est-ce que c'est le cerveau qui va définir, qui va
qui va catalyser certains paramètres et les percevoir comme le temps. Et en fait, c'est peut-être pas des réalités en soi. On sait aussi qu'au niveau de la physique plus générale d'Albert Einstein, que le temps est relatif à l'espace. Mais est-ce que le temps n'est pas aussi relatif aux processus cérébraux? Ah ben, alors, ça, on l'a, en fait, c'est des découvertes qui ont été faites en psychologie. Si on prend, par exemple, l'enfant qui naît, dans une première partie, en fait, de sa vie, il aura une perception très égocentriste de ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, il y a des expériences qui ont démontré que lorsque la mère ou le père sourit à un enfant et que celui-ci sourit aussi, on a l'impression qu'en fait, qu'il nous sourit. Mais en fait, il a un esprit de création. Ça veut dire que jusqu'au moment où il prend conscience du monde extérieur, il va croire en fait que c'est lui qui crée ce sourire. Et c'est uniquement au bout d'un certain temps, en fin de compte, qu'il fait une différence entre sa propre création, et ce qui est très important, en fait, quand on l'accompagne aussi dans son évolution par la suite, pour l'équilibre psychologique et autres, il va prendre un certain temps avant de séparer sa propre création de ce qui passe autour de lui, et prendre conscience qu'à un moment donné, tout ce qu'il a autour de lui est déjà créé. Mais tout au début, en fait, c'est lui qui crée. Il est créateur de son environnement. Donc cette faculté, est-ce que cette faculté d'adaptation que l'on perd et qui nous fait dire en fin de compte que oui, en fait, nous ne sommes pas créateurs puisque le monde extérieur existe, ou est-ce qu'alors c'est un processus d'élargissement de nos propres créations qui à un moment donné, c'est ça la question. Alors, c'est une question intéressante, et puis je vais essayer d'amener un autre élément à cette question, parce pour moi, elle est intéressante. Si on ramène plus au niveau cérébral et de la structure du cerveau, en fait, comment ça se structure, tu parles de différenciation, là. Donc, le monde extérieur prend une composante différenciée, on va dire, et même les sens sont différenciés. Donc, les sons, c'est différent des couleurs, les couleurs, c'est différent, et le cerveau se structure de cette manière-là. Ce qui est très intéressant en neurosciences, il y a des études sur la synesthésie. La synesthésie, c'est la confusion des sens. C'est quand quelqu'un voit par exemple un son ou entend une couleur. Ça semble un peu fou, mais ça existe. Et on a remarqué que dans le cerveau, les synesthètes, ceux qui ont gardé cette capacité d'intégrer leurs sens au niveau cérébral, donc de les confondre parfois, ont un cerveau qui est moins différencié. Donc en fait, ils ont un cerveau qui est beaucoup plus en lien. Et il y a des interactions plus globales qui se font de manière plus holistique dans le cerveau des synesthètes. Et chez les jeunes enfants de moins de 5-6 ans, ils ont un cerveau qui est le même que les synesthètes en fait. Donc ils ont cette confusion des sens aussi qui sont là. Et du coup, ça crée une forme holistique de perception. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un peu éloigné de la différenciation du coup. C'est pas la même chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je perçois la différence, ouais, par rapport à ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, en fait, si on parle de notre débat, le point de départ de notre débat, les choses existent parce qu'on les nomme, ou est-ce qu'elles existaient avant qu'on les nomme? Donc, si tu veux, le truc du bébé, ce qui était pour moi intéressant, c'est que lui, son existence primaire existe parce qu'il a une croyance de création. Donc, ça veut dire qu'en dehors de lui, rien n'existe puisqu'il le crée. Mais qu'au bout d'un moment, en fin de compte, il se rend compte que les choses existent par elles-mêmes en dehors de sa propre création. Donc c'est là où je différencie un petit peu plus. Après, que les capacités cérébrales, comme tu dis, au niveau des sens, se confondent. Par exemple, des sons deviennent des couleurs ou des chiffres, même certaines fois des chiffres, les gens perçoivent les chiffres comme des couleurs. Ouais. Alors, pour moi, c'est plutôt, disons, une sorte de capacité cérébrale à mélanger différentes choses. Mais cette perception qui fait que quelque chose existe avant qu'on la voie, le bébé, lui, il ne l'a pas, puisqu'il est créatif de ça. Ouais. Mais le bébé aussi a un cerveau qui fonctionne justement différemment par rapport aux différents sens qui s'entremêlent. Du coup, il a un autre rapport à la réalité extérieure aussi. Et c'est ce qui peut être la question fondamentale qu'on pourrait se poser là-dedans, en fait, c'est est-ce que la réalité n'est pas construite par ce processus de différenciation, qui est autant un processus de reconnaissance de l'extérieur, mais en même temps, c'est un processus cérébral. Ça veut dire que le cerveau se différencie.
Et on sait que par exemple, certains hallucinogènes, dont le LSD, créent une forme de synesthésie, de capacité à voir l'information de manière plus intégrée. Donc de par exemple entendre une couleur ou voir un son ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est le cerveau qui crée cet élément-là. C'est pas forcément la substance en elle-même, c'est le cerveau qui change sa manière de fonctionner, donc sa structure fonctionnelle, et qui a une structure fonctionnelle qui est beaucoup plus intégrative. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de liens qui se font entre les hémisphères et entre les zones cérébrales de traitement différenciées. Et donc la réalité est différente dans ce cas-là. La réalité d'une personne qui prend du LSD est différente d'une réalité normale. Mais en Pour fait, lui, pour lui, mais en fait, c'est son pas cerveau. sur l'extérieur. Bah, l'extérieur, c'est une réalité partagée, peut-être. Bah, C'est ça ça la veut question dire, principale. ok, alors par exemple, posons la question autrement. Mm. Tu as un groupe d'amis. Ouais. Ok. Tout le monde, par exemple, parle d'une certaine chose, du ciel, la couleur du ciel, etc. Et dans ce groupe d'amis, tu en as un qui prend du LSD Mhm. et il parle différemment de la couleur du ciel. Mhm. Mais en fait, il n'y a que lui qui l'aperçoit à travers le filtre du LSD, tandis que les autres le voient comme il l'est, comme étant. Alors en fait, c'est une question intéressante. En fait, la réalité partagée entre ces individus est la même. Mais par contre, si on prend un chat ou un chien et il pourrait parler, on imagine, qu'il peut parler et exprimer ce qu'il voit. Le chien, peut-être qu'il voit en noir et blanc, et je crois que selon certaines études, les chiens voient en noir et blanc, sans être certain à 100%. Mais en fait, la réalité n'est qu'une construction cérébrale. C'est le point de vue du biocentrisme, en fait. Et si on va plus loin, le biocentrisme a défini que la réalité était même, quelque part, à un certain niveau, une co-création. C'est-à-dire que c'est en parallèle de notre conscience que la réalité se créerait. Donc en fait, ton exemple par rapport aux enfants est peut-être quelque chose qui pourrait être vu comme quelque chose d'objectif, à un certain niveau. Si on amène un peu plus loin le phénomène de réalité, et ça me fait penser à, par exemple, Carl Gustav Jung qui parlait des synchronicités, ou de phénomènes un peu plus métaphysiques, mais il en a fait une théorie et il en a fait une manière de traiter les personnes, tout en vivant des expériences mystiques, par Mais exemple. la synchronicité n'est pas une vision du monde différent, c'est l'utilisation de certains phénomènes avec d'autres êtres comme les animaux, la relation entre l'être humain et les animaux entre eux. Mhm. Mais la réalité en elle reste la même. Comme par exemple, on a une porte ici. Mhm. Ok, on prend un escargot, Mhm. un chat, un chien, un être humain. Mhm. Tu te retrouves devant la porte fermée. Mhm. Ça veut dire la vision, disons, de la porte fermée va être différente. Mhm. Mais en fait, le fait est que la porte est fermée. Donc, soit en tant qu'être humain, tu vas prendre la poignée, tu as la clé, tu vas l'ouvrir. Mhm. En tant qu'animal, tu vas l'éviter. En tant qu'un chien, peut-être, comme il l'a déjà fait, il va peut-être appuyer sur la poignée. Mhm. Bon, l'escargot, il va mettre 2000 ans pour essayer de réfléchir. Et puis, bon, pour finir, il va peut-être soit grimper avec ses capacités ou simplement fuir. Mais le fait est que tu es devant une porte fermée et tout le monde voit cette porte fermée. Mhm. Mais simplement, l'action va être différente selon Selon la perception. la perception que tu as. Ouais. Donc toi, tu définirais plus qu'il y a une porte qui est fermée et que ça, c'est une existence objective, en fait, plutôt. On la voit à travers quelqu'un, un animal ou quel que soit. Ouais. Mais ça reste de l'information, quelque part. Alors, ça reste de l'information. C'est de l'information. Un auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, un physicien, disait en fait, la réalité peut être à 50% peut-être une réalité existante ou à 50% une réalité de l'esprit qui forme la réalité. Ouais. Et disait c'est pratiquement impossible de savoir en fin de compte qui a raison. Ça veut dire ou tort. Tu vois, même là par exemple, qui a raison ou tort. Ouais. Ces deux éléments en fait, ça dépend de ta vision en fait. Tu vois. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau physique, en fait, je pense qu'on est dans le propre piège de notre propre esprit à un certain niveau. Parce qu'au niveau physique, il y a 99,99% de vide, et le reste, c'est des forces répulsives. C'est aussi un des postulats du biocentrisme qui dicte que la réalité objective n'est pas autant réelle que ce qu'on imagine, c'est des forces répulsives. Et nos sens nous amènent à croire que ces forces répulsives ont une existence, une consistance, vu que notre vision définit une porte. Et en même temps, on ne peut pas passer à travers la porte parce qu'il y a cette force répulsive. Mais est-ce que c'est fondamentalement réel ? C'est ça la question.
Ou est-ce que c'est notre conscience de cette réalité-là qui est tellement immuable, qui nous fait croire que la porte a cette définition-là, et du coup, cette réalité-là ne peut pas être modifiée, parce que c'est cette réalité-là qui est perçue comme la seule réalité, en fait. Ça veut dire qu'au niveau, je dirais, macrobiologique, c'est-à-dire nous, ce mur, en effet, ce mur est une réalité au niveau, Au niveau de l'expérience. Au niveau de l'expérience. Mais en fait, globalement, quand j'ai la sensation de toucher ce mur, je ne le touche jamais, en fait. Exactement, c'est ça. C'est pas possible. Il y aura toujours un espace, en fait, au niveau atomique, au niveau quantique, qui fait que je ne touche pas à ce mur. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est deux forces de répulsion qui se rencontrent. Donc en fait, au final, c'est le traitement de cette force-là, cette expérience-là intégrale, qui est la conscience de l'être humain, et qui est la réalité qu'on perçoit. Mais cette réalité-là n'est pas forcément la réalité, c'est ça la question principale. Au niveau subatomique, non. Voilà. Mais comme on ne peut pas modifier en fait ces éléments en étant, on est construit la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier en fait notre matérialité pour pouvoir avoir accès à un autre type de dématérialisation, si on veut. Ouais. Mais c'est intéressant tout ça, et j'aimerais poser une question. C'est une question un peu compliquée, mais si on va un peu plus en profondeur. Où est la réalité fondamentale? Où est le fondamental du réel? Est-ce que c'est le matériel ou est-ce que c'est l'information et donc l'esprit? Alors ça, c'est pas mal parce que en fait, là, on va peut-être revenir aussi sur des lieux, textes, etc. Mais à chaque fois, en fin de compte, c'est toujours quelque chose ne peut exister que s'il a été nommé. Donc le son. Au début était le logos, etc., le son. Ça veut dire que, par exemple, si tu prends une expérience, si tu as envie de développer quelque chose, si tu l'as dans la tête, tu as envie de développer un stylo, rouge, vert, etc., tant que tu l'as dans ton esprit, il n'existe pas. Par exemple, on peut être 10 ici, on se regarde, tu l'as dans l'esprit, okay, toi tu sais ce que tu as envie de développer, nous on ne sait pas, donc cette chose n'existe pas. Dès le moment où tu appliques en fait compte une voix, quand tu commences à nous l'expliquer, quand tu amènes cette énergie, en fait, dans notre esprit à nous, avant qu'il soit concrètement matérialisé, il commence à prendre forme. Ça veut dire que l'objet commence à exister. Et à partir de quel moment, en fait, il va rentrer dans la matérialité, c'est dès le moment où tu vas commencer à faire des plans, à le construire, etc., à arriver l'objet final. Mais ça veut dire que tant que l'idée est là quelque part, il n'y a pas existence. Mais dès que l'idée est prononcée, il commence, pour moi, à avoir une certaine matérialité. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que des fois, même moi, je ne me comprends pas. Ouais. Ce que j'en pense, c'est quelque chose de différent. De différent puis de complexe, donc ça va être compliqué de l'expliquer. Mais je pense fondamentalement qu'il y a des principes de vie et que la vie répond à l'énergie, de la subtilité de la manifestation. Et je pense que c'est possible de le comprendre et de l'intégrer pour changer un peu notre vision des choses. Par contre, si on pense qu'on part de l'esprit et qu'on va créer un stylo, le stylo en tant qu'essence vitale, il n'en a pas beaucoup, on va dire. Il en a un petit peu, il a peut-être des atomes et comme ça, mais il n'a pas beaucoup d'essence vitale. Autant qu'un mur, autant que nous. Non, justement pas. Il n'a pas l'esprit de création. Je ne pense pas qu'il en a autant que nous. Non, parce qu'il n'a pas l'esprit de création. Non, parce que la complexité de la structure du stylo n'est pas la même que la complexité de la structure d'un être humain. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais du coup, la vie s'exprime plus facilement au travers d'un être humain. Si on pense par exemple aux débats ouverts, il n'y a pas de réponse scientifique là-dessus, mais c'est des débats ouverts sur les coupe-feux, ou la guérison à distance, ou le secret, des choses comme ça, où des grands brûlés sont guéris de manière miraculeuse, à distance même, donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais par contre, il y a un élément qui est sous-jacent à ce phénomène-là, c'est que c'est des êtres humains en fait, ou des organismes vivants. Et donc les organismes vivants pourraient répondre à un principe qui est le principe énergétique, c'est un principe d'électromagnétisme quelque part, autour des cellules. Et ces cellules ont, on va dire, une aura ou quelque chose qui leur permettent de répondre à cette subtilité-là. Et là, on intègre l'élément esprit et l'élément corps.
dans une même case, en fait, une même vision, la vision holistique. Et du coup, pour te donner une réponse à ta question, je pense que si tu pars de l'esprit et que tu descends vers le stylo, tu pars de quelque chose de spirituel, l'esprit, et tu descends dans le plus grossier, le plus matériel, qui n'a pas beaucoup de vie. C'est un stylo, c'est matériel, c'est fait de matière. euh, Oui, mais voilà. l'idée est passée à travers toi. Ça veut dire elle est obligée. Par exemple, tu prends Mais les par cours. contre, l'énergie, Ouais. désolé, je te coupe. Par contre, l'idée passe à travers moi, mais l'énergie ne passe pas dans le stylo de la même manière que l'énergie passe au travers du corps humain On est de quelqu'un d'accord. d'autre. On est d'accord. Ouais. Mais tu prends par exemple les coupe-feu. Alors, Mhm. j'en connais quelques-uns, mais bon, je ne vais pas trop m'avancer sur ces techniques, mais une chose est sûre, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, tu as une brûlure, ou tu passes par exemple un traitement sur de la radiothérapie, etc. Donc ça crée des brûlures, etc. Tu téléphones à quelqu'un qui a ces capacités de couper. Mhm. La plupart du temps, ces personnes te disent je vais prier pour vous, ou en fait, il y a une sorte de logos, c'est-à-dire il y a Bien des sûr. paroles qui vont être exprimées. C'est rare, enfin moi j'en ai pas entendu, en fait, des gens qui disent je vais penser pour vous. C'est plutôt en fait un acte de parole. Ça veut dire que de nouveau, ça doit passer. C'est comme si la parole devient une sorte d'encodage, en fait, pour pouvoir de l'autre côté guérir. Ouais. On rejoint un tout petit peu, après on y croit ou on n'y croit pas, je l'avais utilisé une fois, je l'ai trouvé intéressant, Mhm. c'est sur les séries de chiffres, par exemple, de Grégory Grabovoy, Mhm. un russe physicien qui a développé pas mal d'idées sur l'énergie des chiffres, etc. Mhm. Et donc, dans certaines pathologies, il met des séries de chiffres. Et lorsque tu intègres ces chiffres et que tu les prononces ou que tu en parles, etc., autour de l'idée de ta pathologie ou de problème, Mhm. on peut avoir des améliorations qui sont quand même nettes. Ouais. Donc, il y a toujours cet élément de parole, en fin de compte. Comme si la parole, c'est la clé qui va permettre d'ouvrir de l'autre côté une sorte de réceptacle qui va te permettre d'être guéri ou d'être soulagé, par exemple pour les Ouais. brûlés, etc. Mais du coup, qu'est-ce qui est en continuité de la parole? C'est ça la question. Parce qu'en fait, si on imagine ces guérisons à distance ou ces phénomènes-là, peu importe le moyen, quelque part, c'est l'alignement entre la croyance, la parole, et quelque part, il y a une influence. Hmm. Il doit y avoir une influence, même au niveau physique. Sinon, ça ne se ferait pas de cette Ben non, manière-là. ça marcherait pas, Sinon, sinon. on appelle ça du placebo, et généralement, ces phénomènes-là sont au-delà de la possibilité du placebo. Donc la science est, Donc il se passe quelque il se chose. passe quelque chose. Donc là, je pense que la science aurait matière à étudier ça parce que je suppose que c'est au-delà du placebo, vu que on sait que le CHUV utilise ses coups-feu et que c'est un petit peu secret et que c'est pas trop divulgué, mais ça se fait quand même. Donc il y a quelque chose au-delà du placebo. Ce qui veut dire qu'il y a un impact sur un phénomène physique. Oui. Et du coup, comme tu dis, la parole, la prière ou la conscience, là, on appelait ça la foi dans l'ancien temps, Ou la- l'homéopathie. ou l'homéopathie ou des choses comme ça, agissent sur un paramètre qui est autre. Hmm. Quel est ce paramètre-là? Et j'imagine, c'est une hypothèse, que ce paramètre est peut-être l'électromagnétisme ou le biomagnétisme humain, cette aura qu'il y a autour de nous et dont les cellules, quand on fait des imageries kirliennes, on voit que les cellules ont une aura. Et cette aura est modifiée en fonction de l'environnement et des différents paramètres. Donc ce serait peut-être cette structure-là, cette lumière autour des organismes, qui serait modifiée par la parole d'une personne à distance. Et là, on a l'hypothèse scientifique qui est structurée autour d'un élément, l'électromagnétisme, Alors ou le biomagnétisme plutôt. là justement, bon, peut-être ça va faire partie peut-être de la prochaine fois ceci. Là, je vais développer totalement, en fin de compte, les différentes dilutions homéopathiques. Mhm. Et, et tu verras donc dans ce développement des différentes dilutions homéopathiques, il y a différents niveaux. Et un des niveaux, c'est-à-dire quand on passe le nombre d'Avogadro, 1,66 fois 10 puissance moins 23, on obtient autre chose et on active quelque chose. Mhm. Mais peut-être que je vais le développer peut-être la prochaine fois. Ouais, avec plaisir. Alors, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour ce débat qui était riche et varié. On va continuer sur cette lancée et dans les prochaines conférences ou les prochains dialogues, on va plus vous exposer aussi nos hypothèses scientifiques parce que, enfin, en tout cas, j'ai développé aussi des protocoles pour essayer de comprendre certains phénomènes tels que la guérison à distance, la télépathie, et ensemble, on essaye d'amener un peu d'ouverture d'esprit à ce niveau-là
pour poser des hypothèses et non pas entrer en conflit avec le corps médical ou ces éléments-là, mais simplement poser de nouvelles hypothèses et les étudier de manière scientifique. Voilà. Très bien. Merci à tous. Une bonne journée. Bonne journée.